d'identifier ces sites-là. Pour identifier ces sites, le travail qu'il fallait faire tout d'abord, c'est faire recours aux sources. Des textes, des historiens et des géographes qui ont parlé de ce site. Et à partir des repères géographiques généralement qu'on trouve dans les récits des voyageurs, on essaie de délimiter les zones de prospection pour arriver enfin à identifier le site. Donc, c'est le cas de ce site-là, site de l'Arès. Ce site-là a été exploré pour la première fois au XVIe siècle. Le plus ancien texte qu'on a des voyageurs, c'est de Sir Granville Temple qui remonte à 1530. Pardon. C'est le premier voyageur qui a exploré ce site et qui a fait l'identification de ce site-là avec le nom de l'Arès. Bon. À partir de quoi il a essayé d'identifier? Bien évidemment, ce monsieur Sir Granville Temple a fait recours au texte et par la suite, il a essayé de faire la prospection de la région. En arrivant sur ce site-là et en prospectant les vestiges, il a trouvé dans cet angle de la forteresse byzantine une inscription latine dans laquelle est mentionné le nom de l'Arès. Le fait de découvrir cette inscription nous donne un argument irréversible qu'on est certainement sur les vestiges de ce site. Voilà comment on essaie en premier lieu d'identifier les sites. Bon, revenons maintenant à l'histoire de ce site. Ce site, pardon, je dois fermer mon portable, excusez-moi. Donc, ce site a été mentionné pour la première fois en 107 après Jésus-Christ, lors de la guerre de Jugurtha. Jugurtha est l'un des descendants des rois numides, c'est le fils de Massinissa, qui a mené une guerre contre la présence romaine en Afrique. C'est dans le cadre de la résistance africaine à la romanisation. Jugurtha se situe non loin de l'Arès, à peu près 60 ou 70 km d'ici, juste sur les frontières algéro-tunisiennes. C'est là où s'est déroulée la guerre entre Jugurtha et Marius. Lors de cette guerre, l'historien romain Salluste le mentionne dans son livre La guerre de Jugurtha que le chef de l'armée romaine Marius a pris cette ville comme camp de son armée avant de suivre les péripéties de cette guerre et les différentes étapes de cette guerre contre Jugurtha. Donc cette ville a joué le rôle d'un camp militaire lors de la guerre entre Jugurtha et Marius. C'est pour la première fois que cette ville a été mentionnée. Elle a été mentionnée sous la transcription de l'Arès, L-A-R-E-S en latin. Donc, vous pouvez dire ici, est-ce qu'il s'agit d'une ville romaine ou d'une ville avant la présence romaine? Le fait qu'elle est mentionnée lors de la guerre de Jugurtha corrobore bel et bien qu'elle est une site qui s'est née avant l'arrivée des Romains, parce que en 107, Rome n'a pas encore mis sa main sur l'Afrique. C'était une période de mouvement, etc. Ce n'est que vers 46 avant Jésus-Christ que Rome a pu imposer son hégémonie sur l'Afrique. Donc, ce qui corrobore ça, c'est qu'on a trouvé une inscription néo-punique. Dans cette inscription, il s'agit de la mention d'un nom en lettres puniques, l'Archat, L-R-S-T. Parce que dans la langue punique, il n'y a pas de voyelles, uniquement des consonnes. Donc, l'Archat. Mon ami et collègue Ferjaoui, spécialiste de l'histoire et l'archéologie punique, a mis une hypothèse qui est de nos jours admise, c'est que ce nom, l'Archat,
a donné le nom latin Lares. Parce que, en éliminant le T à la fin, l'archat LRS, T, en éliminant la lettre T de la langue punique et en ajoutant les voyelles A et E, on obtient le nom de Lares. Cette hypothèse d'Ahmed Ferjaoui maintenant est admise. Donc, c'est une cité numide, qui est née dès l'époque numide, et ce qui corrobore la naissance de cette cité dès l'époque numide, c'est que dans les alentours, on a trouvé des tombes mégalithes qui caractérisent la civilisation numide, des dolmens. Ils ne sont pas loin d'ici, à peu près 1 kilomètre, on a des dolmens. Sur la route qui relie le Kef au Cers, on a une Ramadia, cimetière qui mentionne la présence depuis la préhistoire. Donc la présence dans ce site-là est fort ancienne que l'arrivée des Romains. Donc évidemment c'est une cité unique. Mais dans quel cadre elle a été née? C'est dans le cadre de la politique de Massinissa, le roi numide, d'implanter les Numides dans l'Afrique et surtout l'invention de la culture du blé. Parce que c'est grâce à Massinissa qu'on doit l'invention de la culture du blé en Afrique. Déjà, les sources anciennes mentionnent ça, et dans cette région qu'on appelle Firmida, c'est là où Massinissa et ses fils, Mekipsa, etc. ont venu. Et c'est grâce à eux que la culture du blé a été inventée en Afrique. Donc c'est dans ce cadre que cette ville s'est née en premier lieu comme un marché de blé, comme un petit souk. Et il y en a pas mal de cités humides qui ont été à l'origine des cités-marchés pour le commerce du blé. C'est le cas de cette ville de Lares. Du moins, c'est l'hypothèse qu'on a pour le moment, ou qu'on a émise pour le moment, en attendant que les fouilles ou bien confortent cette hypothèse ou bien la renversent. Voilà. Donc, l'apogée de cette cité était au 2e, 3e, surtout au 2e siècle, parce que au 2e siècle, lors du périple du voyage de l'empereur romain Adrien dans l'Afrique, il a érigé une route qu'on appelle la route Carthage-Téveste, qui relie de Carthage-Téveste. C'était entre 117 et 132 après Jésus-Christ. Lors de ce voyage de l'empereur Adrien, il a en premier lieu érigé certaines villes de rang de municipes au rang de colonie. Qu'est-ce que ça veut dire municipes au rang de colonie? Municipes, c'est en quelque sorte ce qu'on appelle aujourd'hui municipalité, mais colonie, c'est en quelque sorte un rang plus élevé que le municipe dans le statut juridique des villes romaines. Elle était un municipe, mais elle était érigée par la suite par Adrien en rang de colonie, c'est-à-dire qu'elle est devenue, du point de vue juridique et administratif, une ville de valeur, donc, et intégrée dans la civilisation romaine. C'est dans ce cadre-là que Adrien a érigé cette ville en rang de colonie et a ordonné la route Carthage-Téveste, et Lares, cette ville Lares, fait une étape très importante sur cette route qui relie Carthage à Téveste. Et vous êtes venus sur le tracé de cette voie qui se continue par ici pour atteindre Altibiros, une très grande autre ville, par la suite pour atteindre Amaïdara, et après Altibiros et après Amaïdara, on rejoint la ville de Téveste. Alors maintenant, vous êtes à côté de la voie Carthage-Téveste. Les sources nous mentionnent aussi que cette ville a connu le plus grand monument de la ville romaine, un plan en damier, c'est-à-dire des rues verticales et horizontales, comme toutes les villes romaines presque, et on a mention de tous les monuments qui caractérisent la ville romaine, tels que le temple, et on croit bel et bien qu'il se situe dans ces deux buts-là, parce qu'à partir du relevé et des photos aériennes, on a des indices
du temple qui se trouve là. On a des indices aussi du forum, la place publique qui caractérise la ville romaine, des quartiers commerciaux, etc. Donc le tout maintenant est sous la terre, dans l'attente que cette ville soit fouillée, mais à partir des sources, elle était une grande ville à l'époque romaine, mais avec l'arrivée des Vandales, en 429, et qui ont occupé l'Afrique jusqu'à 533, cette ville a été complètement détruite par les Vandales. Ils ont même exécuté et ils ont condamné à mort 5000 personnes de cette ville-là. Il a été même brûlé jusqu'à ce que l'empereur byzantin Justinien est venu pour récupérer l'Afrique des mains des Vandales et pour surtout ordonner l'édification de cette belle forteresse byzantine, qui est la plus belle forteresse dans l'Afrique du Nord, à en croire la description de celui qui était le spécialiste des forteresses byzantines. Cette forteresse, vous êtes ici, dans la porte ouest, la porte monumentale, la grande porte. Vous voyez ces deux tours-là, il y en a deux tours ici. Vous pouvez voir ici le tracé de cette tour, et on a ici quelques tours qui sont encore debout. Cette forteresse a été érigée avant 533, surtout avant 566, par le Patrique, c'est-à-dire le chef de l'armée Solomon, sous les auspices de l'empereur Justinien. Pourquoi on a érigé cette forteresse? Parce que, étant donné la fertilité du sol de cette région, qui se situe dans une région fertile que l'on appelle l'Africa, parce qu'il est caractérisé par l'abondance de la culture du blé, par l'abondance de l'eau, par la richesse de la culture de l'olivier, ici, de l'arboriculture, etc. Donc, il y a le problème de l'abondance des tribus morts, les Berbères, qui sont venus du sud pour saccager ou pour piller les richesses de cette région. Donc, cette forteresse est en quelque sorte pour lutter contre les mouvements des tribus. Et c'est pour cela que Justinien a érigé cette forteresse, et cette forteresse a joué un très grand rôle dans la lutte contre les invasions du tribu mort qui est venu du centre et du sud pour piller les régions du nord qui ont été des régions fertiles, etc. Et c'est aussi en quelque sorte une sorte de conflit entre les Byzantins, qui sont les héritiers des Romains, et les Berbères, qui sont les habitants originaires de l'Afrique. Les sources arabes, après cette période d'occupation byzantine, les sources arabes nous mentionnent que cette ville a été conquise en 69 de l'Hégire, 688, par le chef de l'armée arabe, Zuhair ibn Qais al-Balawi. Et vraiment, c'est la période médiévale qui est la plus florissante dans l'histoire de cette ville. Parce qu'une fois conquise, cette ville, qui était une ville très importante à l'époque romaine, n'a pas perdu son rôle, bien au contraire, son rôle s'est évolué. Parce que, au moment où elle est conquise, elle est devenue un chef de district, qu'on appelle dans les sources arabes, que les sources arabes l'appellent, le mot arabe Koura ou Amal. C'est l'équivalent de gouvernorat d'aujourd'hui. C'est la capitale du gouvernorat. Cette ville est devenue, avec la conquête arabe, la capitale d'un district très étendu dont les confins s'étendent jusqu'à Béja au nord, jusqu'à Bissa au sud, à l'ouest, jusqu'à Kérouan au sud et jusqu'à Annaba, Bouna, vers le nord. Donc, un district très important dont cette ville fut la capitale. Et les sources arabes nous mentionnent, durant les 3 premiers siècles de l'Hégire, 3 gouverneurs de cette cité. Bien évidemment, une fois les Arabes se sont installés, ils ont essayé d'ajouter à cette ville des constructions arabes. La première chose à faire, c'est ériger une mosquée. La mosquée que vous voyez son minaret par ici et qu'on va visiter par la suite, c'est le premier monument qui a été érigé dans cette ville, et c'est un monument très unique dans les monuments de l'Afrique du Nord. Mais ce qui nous intéresse aussi, c'est que l'occupation médiévale ne s'est pas contentée
de l'intramuros de cette forteresse byzantine qui mesure 4 hectares, il y en a ce qu'on appelle dans les sources arabes, Rabl en français, Faubourg, c'est-à-dire des cités habitats qui se sont situées à l'extérieur de la forteresse byzantine. Cette butte que vous voyez ici, ce n'est pas une butte naturelle, que vous voyez juste ici, ce n'est pas une butte naturelle, c'est une butte artificielle parce que c'est le premier faubourg qui a été né lors de la conquête arabe. En regardant ici, cette butte-là, ce n'est pas une butte artificielle, ce n'est pas une butte naturelle, c'est une butte artificielle. Il y a aussi un faubourg ici. La même chose pour cette butte-là, c'est aussi un faubourg. Oui. On appelle ça des tels? Non, faubourg. Non, mais le nom qu'on donne à la colline. La colline. C'est des tels. D'accord, d'accord. Ce n'est pas une butte naturelle, mais c'est artificiel parce qu'au-dessous, il y en a des vestiges de construction. D'accord, d'accord. Que ce soit de maison surtout. Voilà. Donc, il y en a donc 4 faubourgs, mais par sa position stratégique, je reviens maintenant à la position stratégique de cette ville. Comme vous voyez, elle est entourée de collines des 3 côtés et on ne peut attaquer cette ville que du côté ouest. Et c'est pour cette raison-là que vous voyez que la porte monumentale de la forteresse byzantine est en direction de l'ouest. Par cette position stratégique, elle est devenue un poste de garde pour l'émirat aghlabite. Pourquoi je parle de l'émirat aghlabite? Parce qu'à partir de 280 Hijr, c'est le mouvement chiite fatimite qui s'est commencé. Elle est venue de la région de Constantine, de Jabal Ekjen, pour attaquer les aghlabites en Afrique. Et c'est dans cette ville que l'émir Ziyadat-Allah a rassemblé toute l'armée aghlabite pour défendre l'émirat aghlabite contre le mouvement chiite. C'est dans cette ville, si vous vous souvenez certainement de la bataille entre Hannibal et Scipion, la deuxième guerre punique, cette bataille de Zama qui est célèbre, mais aussi dans cette région on a une autre bataille plus célèbre que la bataille de Zama, c'est la bataille de l'Ormus. Parce que si la bataille de Zama était un tournant dans l'histoire de Carthage et a donné la porte pour la domination romaine, cette bataille de l'Ormus s'est déroulée ici dans les environs de Jbal al-Dogra, là où vous voyez dans cette région-là. Là, une fois l'armée aghlabite est vaincue, l'émirat aghlabite est dessus et c'est l'avènement de l'État fatimide en Afrique. Dans cette mosquée, après la défaite de l'armée, les gens ont pris refuge dans cette mosquée. Les sources nous parlent de 3000 morts. De 3000 morts dans cette mosquée et ils nous décrivent que le sang coule comme l'eau de la pluie. Bon, c'est en quelque sorte exagération, mais c'est une réalité. C'est une réalité dans cette mosquée. Bon. Donc, vous voyez l'importance de cette ville, parce qu'une fois l'armée est vaincue, Ziyadat-Allah s'enfuit vers l'Orient. Il n'y a plus d'émirat aghlabite, c'est l'avènement de l'État fatimide. Encore une fois, lors de la révolte de Yazid Bakht l'homme Alan, Sahib al-Himar, vous le connaissez bien, l'homme Alan a attaqué cette ville, il l'a saccagée, il l'a brûlée, il a aussi tué les gens dans la grande mosquée. Et les sources, cette fois, nous parlent de 30 000 morts dans la grande mosquée. Vous voyez à quel point cette ville est très importante. Je passe pour ne pas vous combler avec des événements historiques. Donc, lors de l'invasion ilalienne, cette ville a été prise par les Arabes, les Banu Riyah. Les Banu Riyah ont pris cette ville. Mais ici, on a une tribu arabe d'origine yéménite, les Banu Kilaa. Vous connaissez le prénom Kla'i. Kla'i, ce sont de la tribu Kilaa, qui est une tribu yéménite qui s'est installée dans cette ville, qui a dominé cette ville, et que de nos jours on trouve les Kilaa, les descendants des Kilaa, on trouve dans les Oued Swani, on trouve aussi le nom de Kilaa. La tribu Kilaa a pu
défendre cette ville, ainsi que la ville du Kef et la ville de Dahmani, et a construit un émirat arabe autonome, dirigé par une tribu arabe yéménite, Libano-Kéléa, et a pu lutter contre l'invasion élalienne. C'est pour cela que cette ville a pu rester florissante dans l'apogée du nomadisme en Ifriqiya, conséquence de l'arrivée des Elaliens. Cette ville continue à approvisionner